Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au Forum de la presse du studio Kalangou. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité s'articulent autour de la participation du Niger à la COP27 qui a débuté le 6 novembre passé à Sharm el-Sheikh en Égypte. Quel enjeu pour le pays? Ensuite, nous parlerons du lancement cette semaine des travaux de la nouvelle mine d'uranium Somida à Agadez. Enfin, nous aborderons la question du retrait de l'opéra ou de la fin de l'opération Barkhane au Sahel, annonce faite officiellement en mercredi par le président français Emmanuel Macron. Pour commenter et analyser toute cette actualité, j'ai le plaisir de recevoir Hassan Boukara, journaliste à la radio alternative. Hassan Boukara, bonsoir. Bonsoir. Et Hussein Issa Jibo, journaliste indépendant. Hussein Issa Jibo, bonsoir. Bonsoir. À la modération, je suis Mokhtar Hamadou. Nous débutons le forum de la presse de ce vendredi 11 novembre 2022 par la participation d'une délégation nigérienne à la 27e édition de la conférence des partis sur les changements climatiques COP27 en Égypte. Le sommet de la COP27 s'est ouvert ce dimanche 6 novembre à Sharm el-Sheikh pour environ 2 semaines de négociations. Les représentants d'environ 200 pays y participent pour donner un nouveau souffle à la lutte contre le réchauffement climatique et ses impacts. Cette COP africaine est l'occasion pour les pays de mesurer l'avancée des engagements pris en vue d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris de 2015. Celui-ci vise à limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré Celsius. Hassan Boukara, l'Afrique qui est déterminée à montrer son leadership dans l'action climatique en présentant ses contributions au mouvement mondial de lutte contre le changement climatique, son rôle dans la facilitation et la mobilisation d'actions à grande échelle, sa vision d'un avenir juste et durable. Quelles ont été les attentes des Africains à l'issue de cette grande rencontre sur le climat? Merci Mokhtar. Je pense que les attentes des Africains au fil des COP, depuis la conférence de Paris, c'est resté presque la même attente. Il s'agit d'amener les... Presque la même attente, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'évolution? Oui, je pense qu'il n'y a pas eu d'évolution parce que dès lors que l'attente n'est pas résolue, c'est comme un syndicat qui pose une revendication, aussi longtemps que ce n'est pas résolu, il revient toujours là-dessus. Alors, la demande, c'est de dire l'Afrique est la région du monde la plus affectée par le changement climatique. L'Afrique ne contribue pas beaucoup et donc les grands pollueurs, la Chine, les États-Unis, l'Europe, il faut que ces pays-là aident les Africains à supporter les conséquences du changement climatique. Donc, l'Afrique part en victime dans ces rencontres. C'est pour dire, étaler un peu les conséquences sur l'Afrique, la façon dont ça déstabilise le continent, son économie, son environnement, etc. et demander réparation. Alors, mais Hassan Boukara, est-ce que c'est l'Afrique elle seule qui est victime de ces conséquences du changement climatique? Alors, c'est à des degrés. On pense que les autres sont victimes, mais une des choses qui se cache derrière cette façon de poser les choses, c'est de dire les autres sont au moins des acteurs, c'est eux qui les causent. Ils les causent, ils ont aussi les moyens de supporter les effets. Dans une certaine mesure, s'il y a la volonté. Mais en Afrique, on pense que d'abord l'Afrique n'a pas les moyens de faire face et l'Afrique est la victime parce que ce sont les autres qui polluent le plus. Donc, on pose le problème de cette façon. Sauf que l'histoire des pays d'Afrique et des pays développés, c'est quand même une histoire de beaucoup de rendez-vous manqués. Rappelez-vous, ça fait des décennies, dès les premières années des indépendances, on avait posé la nécessité de financer le développement des pays pauvres par solidarité en demandant aux pays riches de mobiliser 0,7% de leur PIB pour financer les pays pauvres. Aujourd'hui, ce n'est presque plus d'actualité, mais on n'est jamais arrivé à le faire. Quand le Sahel s'est trouvé menacé par l'insécurité, on a mis en place un G5 Sahel
en demandant à peu près 400 millions d'euros. Je pense que c'est un des chiffres qui a été avancé par les pays du G5 à l'époque pour dire aidez-nous, si on a une telle enveloppe, on peut combattre. Ce n'est jamais arrivé. Hassan Boukara, est-ce qu'on peut faire le lien entre le changement climatique et l'insécurité qui vit au Sahel? Le lien que j'ai fait, ça va aussi dans le sens de votre question. Vous me dites, mais alors on continue toujours à faire la même demande. C'est parce que les demandes à l'endroit des pays riches pour qu'ils aident les pays pauvres à se développer, c'est des choses qui n'avancent pas beaucoup. Nous sommes en une période de crise. Aujourd'hui, on formule. Les Européens ne diront pas, OK, on ne peut pas le faire parce qu'il y a une opinion publique européenne qui pousse à prendre des mesures contre le changement climatique. Donc, du coup, l'Afrique, elle est toujours là à demander des réparations qui ne viennent pas. C'est ce que je suis en train de dire. Comme elle l'a demandé dans d'autres domaines. Donc, ça n'avance pas. Et au fil de ces rencontres, les Africains continuent toujours à demander, en exhibant les conséquences du changement climatique sur le continent. Ça n'avance pas beaucoup, malheureusement pour nous. L'autre chose que je n'entends pas beaucoup, c'est par exemple le type de choix de développement qu'on fait aujourd'hui. Quel est le débat dominant aujourd'hui? C'est de dire qu'il faut des énergies propres. Des énergies propres, c'est-à-dire c'est le solaire, l'éolien, etc. Alors c'est ce qu'on dit. Mais les Africains aujourd'hui, ce sur quoi ils comptent pour lancer leur développement, c'est le pétrole, c'est le gaz, c'est des énergies fossiles que l'opinion du changement climatique tend à combattre. Donc la question c'est, est-ce que les Africains sont aujourd'hui prêts à renoncer à leur gaz, à leur pétrole au nom de la lutte contre le changement climatique? Alors si on devait le faire, quelle est l'alternative pour eux? Puisqu'on sait que beaucoup de pays développés ont utilisé ces mêmes énergies pour arriver là où ils sont. La révolution industrielle s'est faite avec le charbon. Les trains étaient animés par le charbon, etc. Aujourd'hui, que l'opinion publique, face aux conséquences du changement climatique, demande de changer de paradigme sur les questions de développement, donc on est sur ce chemin. Sauf que dans la plupart de nos pays aujourd'hui, c'est sur ça qu'on est en train de compter. Nous sommes au Niger, nous sommes en train de construire des pipelines. C'est parce qu'on compte sur notre pétrole. On compte sur l'uranium du Niger, la RDC compte sur ses ressources, etc. Donc, je pense qu'il y a aussi un débat de fond entre les Africains. Il y a aussi la déforestation. La déforestation, tout ça. Il y a donc un débat de fond, à mon avis, entre la façon dont on pose le nouveau paradigme du développement, qui veut qu'on se passe des énergies fossiles, parce que ça a beaucoup de conséquences, n'est-ce pas, sur le climat, et le fait qu'une importante partie du monde aujourd'hui, la plupart des pays du Sud, comptent sur ces ressources pour lancer leur processus de développement. Et donc, si on veut aller à des énergies propres, à quel prix l'Afrique doit aller à ces énergies? Qu'est-ce qu'on a comme contrepartie si on doit renoncer et laisser le pétrole dormir dans le sol, laisser notre uranium, etc. Il y a donc un débat aussi sur ce point-là. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce sur quoi on met davantage l'accent, c'est sur les réparations qui sont demandées et qui, malheureusement, ne viennent pas. Et du coup, chaque COP, on se met à... C'est la routine. Merci beaucoup, Abba. Hussein Issa, cette année, la tenue de la COP climat dans un pays africain offre une occasion pour les organisations de la société civile africaine de faire entendre leur voix. Elles sont rassemblées autour d'un collectif, le RINGO, Research and Independent Non-Governmental Organization and Ego environnemental INGO. Les Africains sont-ils en droit d'être rassurés cette fois-ci avec la forte mobilisation de la société civile? Bon, mais Mokhtar, d'abord, ce n'est pas la première fois que ça se tient sur le continent africain. Mais cette fois-ci, on constate une forte mobilisation de la société civile autour de la question environnementale. Oui, j'ai pris part à la 17e conférence à Durban en Afrique du Sud. Je n'ai pas l'année en tête. Mais je vais dire, à chaque occasion, bien évidemment, on assiste quelque part à la société civile africaine, à une grosse mobilisation, une grande mobilisation des acteurs de la société civile qui sont sur les questions de l'environnement et tout, qui font le déplacement grâce à des partenaires qu'ils ont en Occident pour pouvoir aller, en tout cas, appuyer un peu, comment dire, les plaidoyers des chefs d'État et tout, mais également poser d'autres problèmes que les chefs d'État n'ont pas l'habitude de poser. C'est à ça qu'on assiste d'une année à l'autre. Je n'ai pas grand-chose à dire par rapport à ce qu'Abba a dit,
Parce que le plus souvent, moi, je résume cette rencontre-là à une rencontre juste pour que chacun vienne s'exprimer. Parce qu'il y a des divergences de vues. Les Occidentaux, ils disent aux Africains, voilà, il faut renoncer pratiquement à ce que vous avez pour pouvoir vous développer, parce que tout simplement, il y a une pollution de l'environnement et tout, et comment vais-je dire, et le phénomène de changement climatique. Alors que l'Afrique n'est pas grand pollueur. En même temps, c'est eux qui sont grands pollueurs. L'Afrique ne pollue absolument pas du tout. Maintenant, il y a les réparations comme Abba l'a dit, mais ça fait des années qu'on est derrière ces réparations. On ne pose même pas le vrai débat, parce que moi, j'ai dit on doit pouvoir avancer. Et c'est pour ça que j'ai dit, quelque part, ça va être une rencontre pour rien. Les organisations de la société civile africaine se sont déployées pour dénoncer. Comme à l'habitude, c'est ce qu'ils font. Mais malheureusement, les voix sont inaudibles là-bas. Quand on vient à ce genre de réunions, c'est les grands pollueurs. C'est un peu les déclarations des grands pollueurs. Même nos chefs d'État, c'est juste du folklore. On ne les écoute même pas. C'est souvent les grandes puissances là, on demande qu'est-ce que chaque grande puissance peut concéder. Mais les discours que les gens viennent faire, nos chefs d'État viennent faire là. Il y a même des engagements qui sont pris. Oui, mais des engagements. Par les grandes puissances. Mais le problème, c'est que ces engagements ne sont jamais tenus. On te promet. On dit voilà les modalités, les modalités pour pouvoir mobiliser, mais on ne fait jamais, n'est-ce pas? Et en même temps, on dit aux Africains, abandonnez ce que vous avez, qui puisse vous permettre de vous développer, parce que c'est ça qui a détruit, qui est en train, comment dirais-je, les effets que nous connaissons et tout, les inondations, les sécheresses et tout. Si vous n'abandonnez pas, vous êtes davantage fragile que nous. Mais ils sont aussi exposés parce qu'il y a des ouragans, il y a des cyclones et tout. Il y a aussi de la chaleur. Oui, mais alors, il n'y a personne qui est épargné dans cette affaire-là. Il n'y a personne. Aujourd'hui, il y a des phénomènes climatiques extrêmes chez eux comme il y en a chez nous. N'est-ce pas? Et souvent, chez eux, c'est encore plus grave parce que c'est les canicules. des cyclones. Mais non, les cyclones qui viennent, qui ravagent, qui détruisent. Heureusement, encore, ils ont les moyens pour reconstruire. Nous, même quand ces choses arrivent, il faut qu'on tende la main à ces Occidentaux-là pour qu'ils viennent nous aider. Quand il y a des inondations, on n'arrive pas à mobiliser pour rapidement arriver, comment dirais-je, à aider les populations affectées à surmonter la difficulté. On est obligé d'attendre que les partenaires humanitaires viennent à la rescousse. Alors, tout ça là pose un problème, n'est-ce pas? Moi, j'ai dit, c'est comme l'Assemblée générale des Nations, l'Assemblée annuelle des Nations Unies. J'ai dit, tout ça, c'est du folklore. On fait venir tout le monde, tous les chefs d'État, chacun vient papoter. Mais en fin de compte, il y a 2 ou 3 ou 4 puissances qui sont là, qui décident de comment les choses doivent se faire. Quelles sont les orientations? Les accords de Paris. On est là à parler des accords de Paris. Mais ça va changer quoi? Hassan Boukar, vous avez quelque chose à ajouter? Sur les ONG, je pense que quelque chose que les ONG ont réussi ces dernières années, c'est quand même d'attirer l'attention, de sensibiliser, de faire en sorte que la question du climat fasse partie des sujets les plus importants. Les ONG ont beaucoup travaillé, comme les médias d'ailleurs. Les ONG ont attiré l'attention de tout le monde sur le fait que c'est une réalité, le changement climatique. Ce n'est pas évident pour tout le monde. Hein. On voit, regardez un peu les États-Unis de Trump, regardez d'autres pays. Vous avez des pays qui ne croient même pas au changement climatique et qui résistent à ça. Parce qu'ils ne subissent pas les effets? Ils subissent, mais je pense qu'accepter, c'est aussi accepter de travailler contre le changement climatique. Alors, ils ne sont pas prêts à engager des ressources, prendre des initiatives, autant ignorer. Donc, je suppose que c'est ça le choix. Les ONG ont vraiment travaillé sur ces questions-là. C'est-à-dire que les ONG, avec l'appui des chercheurs, des universitaires, ont quand même montré la fonte des glaciers, les conséquences dans des zones fragiles comme l'Afrique. Il y a quand même un travail important de ce type qui a été fait par les ONG. Maintenant, on a du mal à mobiliser les grands pays comme la Chine, comme les États-Unis sur les réductions conformément aux engagements pris à Paris. Donc, ces rencontres, ça va être? Tout le monde est obligé de venir parce qu'il y a, en particulier en Occident aujourd'hui, une opinion publique, en particulier des jeunes, très engagés sur ces questions-là, dans les élections, dans le débat public. La question aujourd'hui est vraiment une question qui fait l'actualité. Donc, du coup, ça oblige les décideurs à être présents dans des rencontres comme celle-ci. Par contre, la prise de décision, c'est ça qui est difficile. Même les engagements qui sont pris à minima, on a du mal à le respecter. Et encore une fois, ce qu'on voit des pays d'ici, c'est de dire, écoutez, c'est vous qui polluez, aidez-nous à faire face. Mais ça aussi, ça n'avance pas malheureusement. Je pense que les ONG aussi posent ce débat. Le débat qui consiste à dire, les grands pollueurs doivent être les payeurs,
Mais malheureusement, pour l'instant, on a du mal à imposer à ces pays. Hussein Issa Djibo, cette année encore, le président de la République, Bazoum Mohamed, a pris part à la COP 27 à Sharm el-Sheikh en Égypte. Que peut-on savoir au sujet de la participation du Niger à cette COP 27? Je pense que les gens ont suivi le discours qu'il a eu à tenir. En tout cas, le message qu'elle a délivré à l'occasion de cette rencontre, un peu, c'est articulé autour des problèmes auxquels l'Afrique est confrontée, du fait, des changements climatiques, des problèmes qui ont pour nom, naturellement, les inondations, les sécheresses, mais également le nouveau phénomène qu'on connaît, l'insécurité. Parce que souvent, c'est en lien avec l'insécurité. C'est lié. Ah non, mais bien évidemment que c'est lié. Parce que le plus souvent, quand les gens n'ont plus de perspective et qu'il y a un phénomène comme ça, il y a beaucoup de gens qui s'en vont dans ces groupes armés et non étatiques parce que tout simplement, ils trouvent ceux qui n'ont pas, que le climat ou du moins leur environnement ne leur permettent pas. C'est voilà un peu le lien qu'on peut faire à ce niveau-là. Oui, rapidement, Hassan Boukar. Je pense qu'aujourd'hui, les conséquences du changement climatique, ça affecte l'environnement et du coup, ça oblige par exemple certaines communautés à se déplacer, à abandonner. Et du coup, vous avez des concentrations dans les zones où on pense que la vie est un peu plus favorable, les zones les moins affectées. Et ça débouche souvent sur des conflits. Donc, il y a quelque part le lien qu'on peut faire justement entre ces deux situations-là. Merci à tous. On observe une courte pause. Passons à présent au second sujet de ce forum de la presse. Le Premier ministre Oumoudou Mahamadou a assisté le 5 novembre 2022 au lancement des travaux d'une nouvelle mine d'uranium à Tagaza, commune rurale de Kirozirine, région d'Agadez. La nouvelle mine est exploitée par la société canadienne Somida, société des mines de Dassa, filiale du groupe Global Atomic Corporation. Hussein Issa, depuis l'accession du Niger à l'indépendance en 1960, ce sont les sociétés françaises qui détiennent quand même le monopole de l'exploitation de l'uranium au Niger. Quelle est votre opinion à ce sujet? Le problème, c'est que depuis Tanja, ce monopole-là, c'est fini. Depuis Tanja? Bien sûr, depuis Tanja, Tanja a décidé de diversifier. En 2003, il dit non, je ne peux plus continuer avec un seul partenaire. Donc c'est l'histoire qui se poursuit. Mais non, mais l'histoire ne se poursuit pas parce que j'ai cru comprendre que c'est une société canadienne qui vient s'installer. Mais ce n'est pas une société française. Ce n'est pas une société française, mais avant même les Canadiens, il y a eu les Chinois qui sont venus, mais ils sont répartis aussitôt. Vous faites allusion à la mine d'Azélique. Oui, bien sûr, n'est-ce pas? Il y a plein de partenaires qui sont là. Mais le problème fondamental qui se pose, moi, je me dis, ce n'est pas la diversification en soi. Mais quelles sont les retombées pour les populations, mais même pour l'État? Les dividendes pour le Mais Niger. on a exploité, par exemple, l'uranium pendant combien d'années? Près de 50 ans. À Lit, on a... Comment? Mais il y a eu des tentatives de révalorisation de ce minerai-là. Mais à quoi assistons-nous aujourd'hui? C'est que c'est même ceux qui sont au pouvoir qui défendent un peu les intérêts des multinationales qui viennent s'installer. Les décideurs locaux, je vais dire. Mais Hussein Issa, comment l'expliquer? Mais comment l'expliquer? Parce que les gens, ils ont décidé de renoncer. C'est des matières qui sont épuisables. C'est des ressources qui sont épuisables. De renoncer aux intérêts de leur propre pays? On a entendu des ministres dire que non, il faut que les gens se désillusionnent. L'uranium, ça ne vaut plus rien aujourd'hui sur le marché. On se transforme en avocat. Mais avec la catastrophe de Fukushima, tout le monde sait que... S'il te plaît, des catastrophes là, ça peut arriver n'importe où. Mais on ne peut pas se permettre de brader nos ressources quand vous faites le rapport pendant toutes ces années, parce qu'il y a des études qui ont été faites, entre ce que nous avons gagné et ce que la France a gagné à travers l'exploitation pendant 50 ans de notre uranium, ce montant-là, si nous l'avions gagné, s'il y avait même eu karma, je vais dire, la moitié de cet argent-là, nous ne serons pas dans cette situation-là. Ils nous jettent des miettes. Et j'ai comme l'impression que cette nouvelle société canadienne, ils sont tous les mêmes. Il ne faut pas se faire d'illusions, il ne faut pas se bercer d'illusions. Quand j'ai vu un peu des choses qu'ils n'ont pas respectées. Vous êtes pessimiste là? Moi, je suis pessimiste. Je suis totalement pessimiste parce que l'optimisme, c'est quoi? C'est quand les dirigeants eux-mêmes sont conscients qu'on doit pouvoir négocier et faire un contrat gagnant-gagnant dans l'exploitation, parce que l'exploitation, on n'a pas fermé la Cominac. La Cominac est fermée, non? Ils ont plié leurs bagages, ils sont partis.
Ce n'est pas pour nos beaux yeux, mais au moment où il y a d'autres mines en perspective. Il y a toujours... Alors, on va continuer à exposer les populations à des contaminations radioactives et tout. On ne sait pas où l'argent passe. Ça n'a pas permis de développer. C'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu. Moi, je ne pense pas qu'il y ait un enjeu dedans. Si c'est donner les mines pour que des gens viennent, ils dictent leur volonté. Parce que j'ai vu un communiqué qui a été produit à l'occasion. La société civile de la lutte a fait une manifestation sur le site, n'est-ce pas, en brandissant des banderoles pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Dans la conduite du processus, ils ne sont pas d'accord avec ça. Parce que la société n'a rien respecté. Et l'étude d'impact environnemental bâclée. Un certain nombre de choses, le dédommagement des propriétaires de terrain, ça n'a pas été fait. Même la restauration du site après, ça n'a pas été fait. En plus, l'État n'a que 20% dans le capital de la société. Alors, avec... Vous pensez que c'est insignifiant? On avait déjà autour de 33 et quelques, 33%, je ne sais plus exactement combien. Mais alors, on se retrouve Vous pensez que c'est insignifiant? Mais bien évidemment que c'est insignifiant. Mais alors, c'est insignifiant. Il ne faut pas se faire d'illusions, ils ne sont pas venus nous aider. Ils sont venus parce que tout simplement, ils considèrent, et c'est pour ça, c'est en cela j'ai dit que les gens qui disent que l'uranium ne vaut plus rien aujourd'hui, ça sert à rien. Mais si tel est le cas, qu'on arrête l'exploitation jusqu'à ce que le prix soit valorisé sur le marché international. Mais c'est parce que c'est important. Et ce n'est pas une denrée qui se gâte, périssable, pour qu'on puisse dire. Parce qu'il y a des fluctuations, c'est eux qui fixent les prix d'ailleurs. Ce n'est pas à nous, c'est eux qui savent. Il faut qu'on attende quand ça va monter à ce moment. On peut se mettre à exploiter. Mais pourquoi exploiter? On va perdre. On a vu avec, par exemple, l'or même qui a une valeur quand même directe, on a vu avec Samira, qu'est-ce qu'on a gagné? Alors que ça a été montré aux Nigériens comme avait dit, le machin de décollage, qu'on allait décoller avec l'exploitation. Merci beaucoup, Ousseinissa. Hassan Boukara, ces dernières années, de nombreuses organisations de la société civile nigérienne et même étrangères soutenues par des ONG internationales n'ont eu de cesse de dénoncer le partenariat entre la France et le Niger concernant l'exploitation de l'uranium. Comment faire pour que le Niger tire le maximum de profit de ses ressources minières? Je pense que je suis d'accord avec Hussein. Le problème de ceux qui exploitent, ce n'est pas leur nationalité. Ça peut être des sociétés françaises. Hein. Le problème, c'est notre capacité à avoir la souveraineté sur nos ressources et à dicter les règles du jeu. Je pense que c'est de ce point de vue qu'on n'a pas beaucoup avancé. On a commencé à exploiter déjà avec Areva depuis les années 70. Hussein l'a rappelé, ça fait plus de 50 ans. Et donc, normalement, on devait savoir faire maintenant. On a quand même normalement acquis de l'expérience. Bon, sauf que dans la pratique, rien ne laisse croire qu'on a vraiment acquis cette expérience-là. On a des ressources un peu dans tous les pays du monde. Il y a quand même la mine d'Imouraren en jachère. Oui. Il y a peut-être d'autres mines encore qu'on va découvrir. Je pense que les multinationales viennent faire du business. Elles cherchent à maximiser les profits. C'est aux États de montrer, de dicter les règles et de mettre en avant leurs intérêts. On fait des textes de loi. Récemment, on a travaillé la loi minière, etc., sur les questions fiscales, sur comment définir les règles entre l'État et les multinationales qui arrivent. Tout ça est beau, mais je veux dire, il faut que l'État ait véritablement la capacité d'imposer ces règles. Mais comment expliquer ce déséquilibre-là? Nos États ont manqué de courage. Politique, économique. Oui, on peut le dire, surtout sur le plan politique, parce que ce sont les décideurs qui prennent s'il y a eu de décider. Je pense qu'on a manqué de courage. Face à Areva, on avait la France en face. Donc la plupart des anciennes colonies françaises, elles ont la tête basse quand elles ont la France en face. Ce n'est pas une discussion d'égal à égal. Et Areva, c'est vraiment la société par laquelle la France est leader du nucléaire à travers le monde. Donc Areva contribue quand même pour un pourcentage extrêmement important de la production d'Areva sur le nucléaire. Donc je pense qu'aujourd'hui, on ne va pas laisser le gouvernement faire. Il faut que les ONG, il faut que la société de France générale, on puisse faire pression pour que le gouvernement puisse véritablement défendre les intérêts de ce pays. C'est-à-dire que face aux multinationales, nos gouvernements ont montré beaucoup de faiblesses. Il y a les faiblesses sur le plan politique, mais aussi de l'expertise. Lorsque vous exploitez l'uranium pendant 50 ans, vous devez aussi développer une expertise nationale sur tous les domaines, sur le domaine du droit, sur le domaine technique, la fiscalité, de façon à ce que face à l'adversaire, vous soyez capable de défendre vos intérêts. Donc, si vous ne le faites pas,
on sera toujours grigé et j'ai rejoint un peu Hussein. Donc le tout n'est pas aujourd'hui de changer Areva par d'autres sociétés. Donc le problème, ce n'est pas la nationalité des multinationales. Le problème, c'est des États qui soient, oui ou non, capables d'identifier clairement les intérêts en matière d'emploi, en matière de retombées financières, mais aussi en matière de préservation de l'environnement. Il ne faut pas exposer encore les populations de Chirozénie comme on a exposé pendant des décennies les populations d'Ali. Toutes ces questions-là sont des questions extrêmement stratégiques pour l'État. Et là, c'est vraiment à l'État de montrer qu'il est soucieux de faire en sorte que les ressources puissent d'abord profiter au Niger, plus aux partenaires. Et donc là, il faut que les citoyens se mobilisent. Il ne s'agit pas d'hériter d'un gouvernement. C'est pour le pays. Il faut que les citoyens se mobilisent pour qu'on arrive à... Si on ne se mobilise pas, ce serait la même chose. Hassan Boukara, à l'issue d'une rencontre avec le président Mohamed Bazoum en septembre dernier à Niamey, le directeur général du groupe canadien Stéphane Roman avait indiqué que la nouvelle mine d'uranium est un grand projet pour le Niger, sans toutefois donner de précisions sur son coût ainsi que sur les retombées annuelles pour le Niger. Que peut-on retenir au sujet de ce contrat qui lie le Niger à la société canadienne Global Atomic Corporation? C'est malheureusement des domaines dans lesquels peu d'informations filtrent. Donc la transparence dans les industries extractives, c'est un véritable enjeu de développement, surtout pour les citoyens, parce que ni l'État, ni les entreprises ne veulent juger véritablement la transparence. Dans ce pays, mais est-ce que la presse nigérienne et même la société civile nigérienne ne peut pas pousser ces sociétés et même le gouvernement à clarifier quand même le contenu de ces contrats? Mais Mokhtar, la transparence dans ce domaine, c'est une disposition constitutionnelle. À travers l'ITUE? Pas seulement l'ITUE, mais à travers la constitution du Niger, il y a déjà des choses sur la publication des contrats, etc. C'est déjà des choses qui sont dans la loi, mais on a du mal à les faire parce que quelquefois vous avez des gouvernements qui veulent tricher par rapport à leur propre opinion, vous avez des multinationales qui veulent maximiser le profit. Donc le problème est bien à ce niveau-là. Et donc encore une fois, à mon avis, les citoyens peuvent se mobiliser pour qu'il y ait plus de transparence dans ce domaine-là. Et on ne va pas l'obtenir sur un plateau d'argent. Il faut qu'on se batte. Il faut qu'on se batte pour imposer la transparence. Rien que savoir combien on gagne chaque année. Quand on gagne, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on les utilise dans les secteurs sociaux, comme l'a demandé la Constitution du Niger? Est-ce que véritablement ça arrête? Alors, eux disent c'est un grand projet pour le Niger. Ok, bon, c'est un grand projet. Qu'est-ce que ça va être? Est-ce qu'il y aura des infrastructures dans la région d'Agadez? Est-ce que sur le plan sanitaire, on va travailler de façon à ce que, de toute façon, il y aura la radioactivité. Les gens d'Arlit en savent quelque chose. Est-ce qu'on fait des prises en charge de ce type, des accidents de travail? Est-ce qu'on veut faire en sorte que véritablement le Niger puisse tirer profit? Mais ça n'arrive que si le Niger se mobilise et se bat pour ça. Il faut une véritable souveraineté du Niger sur ses ressources. Si on ne l'a pas, les multinationales sont presque toutes les mêmes. Elles peuvent s'appeler Areva, Sobida. Le nom ne change rien. Ils sont là pour faire du profit, pas pour défendre les droits humains. Ils parlent des droits à l'environnement, des contenus locaux, etc. C'est parce qu'il y a la pression aujourd'hui. La pression des ONG, la pression d'autres acteurs, des communautés, qui prennent conscience aussi sur le fait que les États laissés à eux seuls ont du mal à défendre les intérêts face aux multinationaux. Donc il y a de la pression, c'est pour ça que les multinationaux font attention à ces choses-là. Certaines choses qu'ils font ici, ils ne peuvent pas les faire ailleurs, là où la pression est encore plus forte. Donc il faut que les citoyens nigériens comprennent que c'est une opportunité d'avoir certaines richesses. On a de l'uranium, ok, faisons en sorte que ça puisse profiter à ce pays. C'est peut-être une chance, quelques années après Fukushima, on va probablement revenir au nucléaire. Là, par exemple, vous avez aussi une situation conjoncturelle qui est liée au conflit en Ukraine. Les Européens, la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Vous voyez bien que face à la privation du gaz russe, certains reviennent, y compris peut-être au charbon, ils reviennent au nucléaire. Pour les pays producteurs, ça peut être une opportunité. Mais on ne peut pas gagner lorsque nous avons des États qui ne sont pas capables d'appliquer leurs propres textes. Le problème de Areva, c'était quoi? On peut toujours accuser Areva. On a en face un État qui est incapable d'appliquer sa propre législation face à Areva. Et donc, où ont-ils les leçons de ce qui s'est passé pour que ce qui arrive ne soit plus comme ce qu'on a vécu dans le passé, ou alors les mêmes causes produisant les mêmes conséquences, on peut encore vivre la même chose.
Ousseinissa, est-ce que la société civile nigérienne et même la presse nigérienne a un rôle éminemment important à jouer à ce niveau? Oui, mais bien évidemment, on a vu sous Tanja. Je vais revenir toujours là-dessus parce que la mobilisation de la société civile autour de ces préoccupations-là, ça a commencé autour des années 2000, n'est-ce pas? De la décennie 2000. Et on a vu que Tanja a suivi l'élan de la société civile. On a vu ce qui s'est passé. Au lieu d'aller négocier, c'est lui, il dit, venez, c'est pour moi la matière première, venez si vous voulez. On va négocier chez moi, pas en France, où on va me faire des choses dont ils ont accepté, n'est-ce pas? On a avancé avec Tanja, parce qu'on a vu une augmentation. Ça, c'est un courage politique, oui, mais bien sûr, énorme. Et quand on remonte l'histoire, on sait les circonstances dans lesquelles le président Guri, le premier président, a perdu le pouvoir. Au Niger, il a été victime de coup d'État. Oui, les enjeux, n'est-ce pas? Mais alors, après, quand le régime a changé, on a assisté à quoi? Autour des années 2013, vers 2013, quand la société civile a voulu s'impliquer, au moment où il fallait réviser les contrats avec Arriva, on a vu une hostilité du pouvoir même vis-à-vis des acteurs de la société civile qui voulaient qu'il y ait une transparence et que l'État du Niger ne recule pas. Mais c'est carrément les acteurs actuels qui sont au pouvoir, c'est eux qui sont sortis pour diaboliser les acteurs associatifs. Au lieu de profiter de la perche des acteurs associatifs qui sont là pour dire on ne peut plus continuer à exploiter nos ressources de cette façon, c'est carrément eux qui sont sortis pour défendre Arriva. N'est-ce pas? Comment voulez-vous, dans ces conditions-là, créer les conditions pour que les choses changent? On a comme l'impression que, à cette époque et jusqu'ici, parce que quand j'ai parcouru le communiqué de la société civile d'Alit, j'ai l'impression que, carrément, c'est la même situation, c'est même un recul. C'est même un recul par rapport à comment arriver à se comporter. Parce que quand une société vient s'implanter, non seulement qui refuse, qui renonce à faire des choses qui sont inscrites dans la loi minière du pays, bâcler les choses, parce que tout simplement, ce qui les intéresse, c'est leur profit. Hein. C'est pas, il ne faut pas se faire d'illusions. Ils ne sont pas venus pour les beaux yeux des Nigériens pour dire, bon, on va vous développer. Ils sont venus, ils vont exploiter la mine. Je crois, on dit, d'ici 2025, il y aura une production de 1400 tonnes d'ici 2024. Mais vous pensez combien nous allons gagner? Mais les dégâts que ça va faire sur l'environnement, les populations qui ne sont pas, comme avait dit, dédommagées, mais non seulement les populations, mais les jeunes aussi, parce qu'il y a eu même des manifestations à Agadez par rapport au recrutement. Tout ça là, ils ont mis de côté, ils ont décidé de faire ce qu'ils veulent. Alors, à quoi devons-nous nous attendre demain? Merci beaucoup à tous. On a servi une courte pause. Dernier sujet du forum de la presse de ce soir à présent, le président français Emmanuel Macron officialise la fin de l'opération Barkhane au Sahel ce mercredi 9 novembre 2022. La stratégie française en Afrique sera finalisée d'ici 6 mois à compléter le chef de l'État français. Pour rappel, l'opération Barkhane a été lancée en 2014 au Sahel. Hassan Boukara, le président français affirme, et je cite, nos interventions doivent être mieux bornées dans le temps, d'où la décision de mettre fin à l'opération Barkhane. Que faut-il comprendre au sujet de cette déclaration du président français? Est-ce cela signifie que la France plie bagage des pays du Sahel? Ça montre simplement que Barkhane n'a pas donné les résultats qui sont attendus. Ça veut dire c'est un aveu d'échec? Pour moi, c'est un aveu d'échec. Ça veut dire simplement qu'on ne peut pas continuer dès lors que ça ne marche pas sur le terrain. Ils sont arrivés de façon quasi triomphale en 2013 au Mali. À l'époque, tout le monde dit que le Mali a fait la demande parce que des hordes djihadistes menaçaient Bamako. Après 8-9 ans, les Maliens disent écoutez, ça n'avance pas, les choses empirent, on ne veut pas de vous. Ils ont quitté. Le Niger les a accueillis il y a seulement quelques mois. Mais tout le monde sait, en tout cas tous les experts qui travaillent sur le sujet disent que les résultats tels que les gens l'attendent, on ne peut pas l'obtenir. Ces résultats. Même ici au Niger? Mais comment peut-on obtenir ces résultats? La preuve, le gouvernement a même du mal à dire à l'Assemblée comment les choses vont se passer. Rappelez-vous comment on a tenté de poser un débat sur l'arrivée de Barkhane au Niger à l'Assemblée nationale. Au fond, il n'y a pas eu de débat.
Donc, on a juste fait quelques coscoriments sur la déclaration de politique générale et puis les Qu'est-ce que quelques coscoriments, ça veut dire arrangement? Oui, quelques arrangements parce que lorsque vous faites venir une force étrangère dans le pays, alors vous voulez faire un débat qui est relayé dans les médias. On ne sait pas où est-ce qu'ils vont véritablement s'installer, pour combien de temps ils vont s'installer, quelle est la limite de leur mandat, au-delà des financements, si ce qu'ils ont fait à Terra se répète quelque part, comment on les fait, de quoi sont-ils comptables? Tout cela, vous ne l'avez pas. On a mis, je ne sais pas, quelques lignes dans la déclaration de politique qui, elle, était déjà adoptée par le Parlement. Donc, il n'y a pas eu de débat en réalité sur cela. Mais je pense que pour les Français aussi, j'imagine que c'est coûteux de maintenir cette opération. Les Maliens ont été clairs en disant on ne veut pas de Barkhane. Les pays qui l'acceptent comme le Niger, ça les fragilise. Regardez comment ça regardez les manifestations, le débat sur les réseaux sociaux qui demandent au gouvernement de ne pas accepter l'arrivée de Barkhane. Ça montre que le régime fait face aussi à son opinion publique. Et donc, ça fragilise aussi le régime vis-à-vis de leur opinion publique. Et puisqu'on sait maintenant que le type de ce qu'on attendait, parce que les gens pensaient que bon, ils ont énormément de moyens, ils ont de l'expérience, ils ont une forte armée, en aérien d'État, ils vont mettre fin. Mais tout le monde sait maintenant que ce n'est pas réaliste, on ne peut pas attendre ces résultats, ça ne peut pas arriver. Et donc, dès lors qu'on n'aura pas ces résultats, donc les gens disent il faut qu'ils partent, puisque ça pose des questions de souveraineté, ça pose énormément de questions pour les citoyens. Donc, les régimes qui disent, comme celui de M. Bazoum, qui disent ok, non, ils viennent, nous on les accepte, vous voyez bien que l'opinion publique, au moins en partie, n'est pas d'accord avec lui. Regardez des manifestations de rue qui se font, des demandes de manifestations interdites, ça fragilise aussi les régimes. Donc, je pense que c'est aussi coûteux, y compris, j'imagine, pour le Trésor français, de maintenir une force dans une région du monde où cette force n'est pas la bienvenue. Les gens contestent cette force. Parfois, il y a des échauffourées en traversant cette zone, comme ce qu'on a vu au Burkina. Donc, je pense qu'il faut que chacun tire les leçons. Ça montre aujourd'hui que, finalement, ce qu'on attendait de Barkhane, les Français ne l'ont pas obtenu. Donc, moi, je ne suis pas surpris. Je m'attendais à ce qu'ils arrêtent, puisque ça ne marche pas. Il faut arrêter et passer à autre chose. Hussein Issa Jibo, aujourd'hui, selon vous, quelles sont les attentes des populations au Sahel? Attentes par rapport à quoi? Par rapport à Barkhane mais il dit fin à Barkhane. C'est le nom qui change. Ah, n'est-ce pas? C'est le nom qui change. Ah non, mais bien sûr donc, que c'est le nom qui change. Ça veut dire que, selon vous, ça veut dire qu'ils ne partiront pas. Mais ils sont déjà là chez nous, non? C'est pas chez nous qu'ils sont venus. Oui, ils sont, mais leur président, le président Macron a quand même annoncé la fin de l'opération. À la mission Barkhane. Barkhane. C'est le nom qui va changer. Ils sont là. Je l'ai suivi, il dit ils vont voir les stratégies, l'approche et tout, comment ça ne va plus être des forces qui vont être sur le terrain de combat, ça va être des forces d'appui aux forces locales. Mais j'ai dit c'est grave. C'est grave. On va leur donner des zones, des bases, des positions où ils vont s'installer. C'est ce que cela veut dire? Mais c'est grave. Parce que dans ces zones où ils vont aller s'installer là. Mais est-ce que Macron n'a pas annoncé tout cela? Il a dit que voilà, la stratégie va changer, ça ne va plus être. Ils vont venir en appui dans la formation, un peu, comme avait dit, à demande, sur demande des pays. Mais je vais dire une chose, la leçon du Mali doit servir aussi au Niger, n'est-ce pas? La leçon, c'est quoi la leçon du Mali? Mais l'échec patent. 9 ans. Le djihadisme n'a pris que de l'ampleur là-bas. Et si de temps en temps, ils font quelques actions d'éclat, on voit un monsieur en moto, on dit c'est le chef machin, on le bombarde avec, comment on appelle ça? Avec drone. On a pu le repérer et qu'il est en train. J'ai oublié le nom du monsieur, qu'on dit que c'est un chef. Et on a fait un grand coup médiatique autour de ça. Mais ils sont là depuis qu'ils sont là. On dit qu'il y a des drones. Au départ, quand ils sont arrivés, avant même qu'ils viennent, quand ils avaient juste leur, comment on appelle ça, le dispositif d'appui tampon ici à Niamey, où les avions décollaient pour intervenir, n'est-ce pas? J'ai entendu des ministres dire non, les drones vont permettre de nous avoir, de nous fournir en information par rapport à la sécurisation de notre... Mais les drones sont là. Mais pendant qu'ils viennent, ils tapent vers Difa, ils viennent dans la zone de Tilaberi, un peu partout. Mais les drones, ils deviennent invisibles, les djihadistes qui viennent attaquer ces potions-là.
Dans tout ça. Les types d'appui dont nous avons besoin, c'est qu'à l'instant T où ils sont dans une zone, que ces drones puissent donner l'information. Mais on a le sentiment que non, il n'y a pas eu ça. N'est-ce pas? Il n'y a pas eu ça. Et au besoin même intervenir pour empêcher. Moi, je ne dis pas qu'on peut mettre définitivement fin aux attaques terroristes. Mais quand les gens viennent, ils attaquent, on te dit, ils ont fait 4 heures de temps. Dans une localité, ils ont tué, ils ont pillé. Ils ont eu le temps de se replier sans qu'il y ait une intervention. Moi, je dis quelque part, il y a des complicités dans l'affaire. Il n'y a pas la volonté d'agir pour mettre fin. Parce que si on veut mettre fin, quand vous venez attaquer pendant 4 heures de temps une localité, quand même, on peut déployer même sur le plan terrestre, comment dire, des patrouilles terrestres, avant que vous ne puissiez prendre la fuite. Et les gens posent la question aussi, comment ils trouvent ces armements-là? Tout ça, c'est des interrogations. Les moyens de déplacement. Et ne perdez pas de vue que c'est des zones où on dit, les motos ne circulent plus. Mais on dit qu'ils viennent par centaines à moto. Posons-nous la question. Ça pose problème? Ça pose véritablement problème. Hassan Boukar, vous avez quelque chose à ajouter? Moi, je veux dire, c'est la fin des Barkhane, puisque ça a été annoncé officiellement, mais ce n'est pas la fin du terrorisme. Le terrorisme est bien là. Donc je pense qu'aux Africains de se rendre compte que c'est à eux de s'organiser. Les militaires français aussi seront là? Pour moi, qu'ils soient là ou qu'ils ne soient pas là, l'enjeu, l'essentiel, c'est aux Africains de s'organiser pour défendre leur territoire. Mais il faut qu'il y ait un débat franc dans nos pays. J'ai écouté récemment l'ancien président de la République, Issou Mahamadou, lors d'un forum à Dakar, qui dit que les armées qui doivent combattre les terroristes, il faut les construire, elles ne sont pas là. Bon, il y a quelques semaines avant ça ou quelques mois, il était au pouvoir, il disait que l'armée nigérienne, c'était... Bon, il n'y a pas un débat sincère. Je pense que dans la plupart de nos pays, les dirigeants pensent que nos armées ne sont pas capables de lutter contre le terrorisme. C'est vrai qu'on ne peut pas s'attendre de quelqu'un qui est au pouvoir pour dire que mon armée ne vaut rien, mais je pense qu'ils considèrent que nos armées ne sont pas capables. Alors, est-ce qu'il faut faire des renforcements? Est-ce que c'est le matériel? Quelles sont les faiblesses? Il faut arriver à faire un bon diagnostic. On sait désormais que ça ne va pas se faire un après-midi ou une matinée, ça va prendre du temps, c'est un processus. Il faut tirer aussi les leçons de 10 ans de lutte contre le terrorisme. Il faut faire un vrai diagnostic. Il faut avoir le courage de prendre les décisions, puisqu'on sait ce qui ne va pas dans nos pays. Il faut vraiment que nos pays s'engagent résolument dans cette lutte-là. Il ne faut pas penser que quelqu'un va le faire. On ne peut pas sous-traiter la défense de la sécurité d'un pays. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut vraiment que nos pays tirent les leçons de cela et qu'on puisse faire vraiment un diagnostic qui nous permet d'aller de Hussein Issa, quel avenir pour la France et son armée en Afrique? Est-ce qu'ils sont là pour chercher un quelconque avenir? Ils sont là pour peut-être protéger les anciennes colonies. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue qu'il y a de plus en plus, il y a d'autres puissances qui convoitent ces pays-là, parce que nous avons des richesses. Les Chinois sont là, les Turcs sont en train de vouloir s'implanter, n'est-ce pas, un peu partout. Les Russes aussi, c'est pour ça d'ailleurs la hantise des Français, qui sont carrément aujourd'hui, ils ne dorment même pas à cause de la Russie, parce qu'il y a Wagner qui est là au Mali. Dès qu'ils entendent, ça les traumatise. Alors, pourquoi ça les traumatise? Mais non. Ils se disent, mais ils perdent de l'emprise sur mais le Sahel n'est pas leur héritage. Non, mais attends. Mais ils ont quoi? Ils ont quoi sans le Sahel? Ça c'est rien. Ils ont quoi? Les ressources premières, les matières dont ils ont besoin pour développer et continuer à tenir leur industrie, pratiquement c'est ici. Ils ont autre chose, le CFA. Ils ne tiennent pas le CFA, ils ont tout ça. Mais alors, tu penses qu'ils vont s'en aller comme ça un bon matin pour dire, bon, comme vous voulez votre indépendance totale là, on vous laisse, faites venir qui vous voulez. Ils ne vont jamais le faire. Ils ne vont jamais le faire parce que moi je dis ce n'est pas pour nos beaux yeux qui se maintiennent. Il faut voir ce qu'ils ont fait au Tchad, n'est-ce pas? Il faut voir un peu la Côte d'Ivoire, comment les choses se passent. Il faut voir Centrafrique quand ils ont été déboutés. Ils sont venus au Mali. Mais alors, ils vont laisser tomber des pays comme le Niger, comme le Tchad et puis se retrouver dans une situation inconfortable. Voilà, moi je dis il ne faut pas se bercer d'illusions. Ce n'est pas pour nos beaux yeux. Ce n'est pas pour nos beaux yeux, ils vont rester. Maintenant, ils vont rester parce qu'il y a des intérêts encore pour eux ici, des gros intérêts qui ne sont pas prêts à abandonner pour les autres puissances émergentes là, qui vont venir aussi quand même avec quand même des propositions à nous faire. Voilà tout l'enjeu. Et
quand les gens pensent que c'est nous, quand ils vont perdre, nous sommes perdants. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Abba. C'est que c'est à nous. Ta propre maison, là, c'est toi ton propre gardien. C'est pas quelqu'un qui va venir assurer ta sécurité. Pensant que les gens se sont mis dans la tête qu'avec eux, on pouvait finir avec. On connaît mieux le terrain que ces gens-là. Merci beaucoup, Seyni Sajibo. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à nos invités, Hussein Issa, journaliste indépendant, et Hassan Boukar, journaliste à la radio alternative. Merci aussi à vous tous, chers auditrices, auditeurs, téléspectatrices, téléspectateurs, pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche dès 17h sur nos 52 radios pour suivre l'actu des jeunes suivis de tous à la FADA. Et à partir de 18h15 samedi, suivez le forum en Hausa et dimanche celui en Zarma. À la technique côté son, Al-Mustafa Ayouba, et à la réalisation Issa Lawali. C'était Mokhtar Hamadou à la modération du forum. Merci, au revoir.